Avant les moteurs de recherche, il y avait des tiroirs, des millions de fiches soigneusement classées pour contenir le savoir du monde. Ici, tout est mémoire. Chaque page murmure un rêve fou, connecter l'humanité par la connaissance. Voici le Google de papier. Bienvenue au Mondaneum. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est au Mondaneum, le Google de papier, un beau centre d'archives implanté à Mons. On avait Gaëtan aujourd'hui. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Gaëtan Santarelli, moi je suis responsable de communication ici au Mondaneum. Et ensemble, on va essayer de découvrir cette histoire qui va vous montrer comment la connaissance peut être une source de paix dans le monde. Et comment tu en es arrivé ici à travailler au Mondaneum? Ouais, c'est un peu par hasard, hein, mais au final, j'y ai vu quelque chose d'assez essentiel pour moi, quelque chose qui colle aux valeurs que je veux défendre aussi aujourd'hui, et une histoire que je découvre tous les jours, en fait, qui est un peu une histoire oubliée, on va le voir, mais qui est forte et qui nous montre comment une archive, comment le passé, parce qu'il a pu nous enseigner, peut encore nous questionner aujourd'hui et créer peut-être demain. Donc c'est extrêmement important de savoir, c'est comprendre hier pour éclairer demain, et ça va être la mission du jour et que tu vas nous expliquer au Mondaneum. En tout cas, je vais essayer, oui. Merci Gaëtan. Le Mondaneum a été connu comme étant un premier moteur de recherche sur papier. C'est ça l'idée du Google de papier, c'est un journaliste qui avait donné cette appellation. Parce qu'en 1895, alors il faut se remettre en contexte, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait le téléphone, il n'y avait pas Internet. Et nos fondateurs ont eu l'idée de rassembler toute la connaissance du monde en un endroit, dans un objectif de paix. Et comment ils ont fait? Ils ont contacté toutes des bibliothèques, des universités qui se trouvaient un peu partout dans le monde. Ils ont créé un espèce de réseau mondial et ils ont échangé de l'information qui était les catalogues de ces bibliothèques. Et donc ils ont envoyé la liste des livres. Et puis le Mondaneum a retranscrit tous ces livres sur des petites fiches qu'on peut voir ici, en reprenant les informations bibliographiques du livre. Alors c'est bien beau, mais tous les livres du monde, il faut aussi apprendre à les classer. Et donc nos fondateurs, Paul Hotelet, Henri Lafontaine, vont être à l'origine d'un système de classement qui s'appelle la CDU, le classement décimal universel, qui est un mode de classement du savoir qui était très innovant parce qu'il classait le savoir avec des chiffres. Et donc ça permettait d'avoir un caractère international. Donc, par exemple, si la sociologie c'est le numéro 3, en français on dit sociologie, en chinois je ne sais pas comment on dit, mais ce sera le numéro 3. Et donc ils vont inventer un système de classement qui va être international et qui va être repris dans toutes les bibliothèques du monde. Et donc on va utiliser ce système de classement qui est la CDU et qui a été inventé par deux Belges. Ça uniformise finalement le classement et la recherche. Exactement. Donc ça c'est une avancée majeure. C'est une très grande avancée, on va pouvoir classer tout le savoir du monde grâce à des chiffres. Et donc ces chiffres, si on regarde les petits tiroirs, sur chaque tiroir on a des chiffres qui vont nous amener dans un domaine, et au plus on va avancer dans le chiffre, au plus on va être précis. Donc, par exemple, si un chiffre représente, je prends un exemple, les sciences naturelles, peut-être que le premier chiffre c'est le chiffre des sciences naturelles, puis on va avancer dans le deuxième, ce sera la biologie, puis ce sera la biologie végétale, et au plus on va avancer dans le chiffre, au plus on va être précis pour qualifier l'ouvrage qu'on a. Et donc le Mondaneum, à l'époque, c'est ces 15 000 petits tiroirs dans lesquels on trouve des fiches. On ne les a pas comptés entre nous, mais il y en a environ 18 millions de fiches. Et donc à l'époque, on pouvait contacter, en 1895, on contactait le Mondaneum, on disait « Bonjour, je fais une recherche sur les abeilles de Madagascar ». Par exemple, le Mondaneum cherchait dans ces petits tiroirs, trouvait un ouvrage sur cette thématique-là et savait vous dire il y a une information, il y a un livre sur le sujet qui se trouve à la bibliothèque de l'Université de Londres, par exemple. Donc on ne possédait pas tous les livres, mais on pouvait vous donner le chemin d'accès vers le livre. C'est exactement ce que fait un moteur de recherche aujourd'hui. Google n'a pas toutes les pages web en sa possession, mais c'est vous donner l'hyperlien, l'hypertexte qui vous renvoie vers la page dédiée. C'est vraiment une belle avancée. Et le journaliste qui a donné le nom de Google des archives, c'est ça? Google de papier. Ouais. Google de papier, c'était du New York Times, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est quand même un journal aussi très réputé. Exactement. C'est pas un nom donné au hasard. Ouais. Non, c'est pas un nom donné au hasard. Et c'est vrai que le Mondaneum, c'est un peu toujours de la redécouverte. Là, ce journaliste, il y a maintenant 10-15 ans, va donner ce nom-là en se disant mais c'est incroyable qu'on ait oublié cette histoire en fait, parce que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les moteurs de recherche, Internet et tout ça, en fait, on peut y voir des pionniers qui étaient là en Belgique en train de travailler sur du papier à l'époque, mais tous les concepts qu'on connaît aujourd'hui étaient déjà présents.
et on le verra dans l'exposition après, il y a plein d'avancées technologiques qui avaient été imaginées, qui étaient restées dans la tête de Paul Hotelet et qui aujourd'hui prennent forme sous forme d'ordinateur, de téléphone, d'Internet. Et donc Paul Hotelet, quand il a voulu réunir toutes ces archives, ou en tout cas centraliser l'information pour retrouver ces archives-là, c'est unique au monde, ça n'a jamais été fait. Non, il n'y a qu'un mondanéum qui existe au monde et il est ici à Mons aujourd'hui. Ici. Avant, il était à Bruxelles. On a déménagé à Mons dans les années 90. Mais c'est vrai que c'était unique comme avancée. Alors après, le système de fiches, le système de référencement va être repris dans toutes les bibliothèques. C'est ça qu'il y a beaucoup de visiteurs qui voient ces meubles et qui se rappellent des souvenirs d'université, parce qu'à l'université, avant qu'il y ait les catalogues en ligne, on cherchait dans des tiroirs comme ceci. Mais rien que le format de la fiche a été pensé par Paul Hotelet, la méthode de classement, il avait imaginé ces meubles. Donc voilà, c'est une histoire belge qui a une résonance complètement mondiale par la suite. Ça, c'est bien pour la valorisation de notre propre patrimoine culturel et historique aussi. Ouais. C'est clair. Alors, je dis souvent aussi que nous, nos meilleurs ambassadeurs, c'est toutes les universités, les hautes écoles qui enseignent la bibliographie, parce que dans tous les cours de bibliographie du monde, on va parler de Paul Hotelet, d'Henri Lafontaine qui ont inventé ce système de classement. Et donc, on a ici des visiteurs qui nous viennent du bout du monde, mais qui ont déjà entendu parler de Paul Hotelet. Et qui connaissent et qui viennent ici voir les choses et voir ces petits tiroirs. Bah, tu me disais justement en off qu'il y avait d'Amérique du Sud des touristes qui venaient un peu en pèlerinage ici, parce que c'est vraiment ici la base même de la naissance de ce projet. La naissance de ce projet, la naissance de la documentation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, un gros travail sur la bibliographie, sur la documentation. Et on dit souvent que par le traité de documentation, qui est le livre que Paul Hotelet va sortir, où il va imaginer comment on va transmettre l'information plus tard. Mais c'est la base des sciences de l'information et de la communication, la base du moment où on va réfléchir sur la manière dont l'information va être diffusée. Et ça a une importance tellement forte qu'en 2013, ce répertoire bibliographique universel, donc tous ces meubles que tu vois ici, c'est pour ça qu'on ne peut plus y toucher d'ailleurs, ils vont être classés à l'UNESCO, au programme Mémoire du Monde. Et nous, donc, on devient un peu des gardiens de ce patrimoine. On doit le préserver au maximum pour les générations futures. Et de se dire que cet élément, ce projet, qui à la base était très utile, aujourd'hui on ne l'utilise plus, le catalogue on ne va plus chercher dans les tiroirs, mais c'est devenu une importance pour la mémoire collective et pour voilà, la mémoire de l'humanité. Donc ça a été classé à l'UNESCO en 2013. Paul Hotelet, c'est quelqu'un de visionnaire, de précurseur. Il est tellement précurseur qu'à l'âge de 11 ans, il va éditer son premier livre sur l'île du Levant, qui est une île qui appartient à la famille Hotelet. Et il va décrire dans ce livre toutes les choses qui se trouvent sur l'île. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il est précurseur, ça nous dit qu'il a une envie de description, de décrire le monde qui l'entoure. Et Hotelet, c'est vraiment quelqu'un qui, toute sa vie, va se battre pour ses idées et ses projets. Il va faire du mondanéum vraiment une quête et un but absolu dans sa vie, si bien qu'il va y dépenser toute sa fortune personnelle aussi. Et il est très connu pour le traité de documentation, donc c'est un livre qui va sortir en 1934, dans lequel il va imaginer toutes les sciences de l'information et de la communication, comment, dans le futur, les informations vont être diffusées. C'est là-dedans qu'il va imaginer tous des concepts, comme par exemple le livre téléphoté. Donc il imagine que on va pouvoir, à travers un écran de télévision, consulter des pages de livres qui se trouvent quelque part dans un dépôt dans le monde. C'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui avec Internet. Ouais, c'est extrêmement visionnaire. Ouais. C'est très visionnaire. Et donc, c'est vraiment un ouvrage qui est encore étudié aujourd'hui. Pour l'anecdote aussi, il se trouve sur Wikipédia et il a été traduit dans des dizaines de langues différentes. Parce que vraiment, la communauté scientifique de bibliographie et de documentation s'est emparée de ce livre. Je ne vais pas dire que c'est une Bible, mais quasi quoi. C'est un ouvrage très important. Paul Hotelet, en fait, il fait des études de droit, mais il ne sera jamais avocat. Mais par contre, il va faire un stage dans un cabinet d'avocats à Bruxelles, chez Edmond Picard, et il va rencontrer une personnalité qui est un peu plus âgée, qui s'appelle Henri Lafontaine, et il va y voir un binôme pour tous ses projets à venir. Et donc Henri Lafontaine, ils vont se rencontrer dans ce cabinet d'avocats, et un des premiers boulots qu'ils vont devoir faire dans le cabinet, c'est une bibliographie d'ouvrages de droit. Et donc ils vont travailler ensemble sur cette bibliographie, et en fait ils vont y découvrir un intérêt commun pour le classement de données, pour le monde, et aussi pour l'envie de créer la paix dans le monde. Henri Lafontaine, c'est une personnalité oubliée en Belgique, mais qui est vraiment symbolique
C'est un des seuls Belges à avoir reçu le prix Nobel de la paix. On en voit un facsimilé ici. Il va recevoir le prix Nobel de la paix en 1913 pour tout ce qu'il a amené par ses projets du Mondaneum qui voulait créer la paix dans le monde, mais aussi il sera président du Bureau international de la paix qui sera établi à Genève et qui va dans ces années-là essayer de créer la paix entre les nations, plaider pour un multilatéralisme et donc le fait qu'on puisse mettre en commun les choses, traiter ensemble les problèmes entre nations pour améliorer les choses. Paul Hotelet, Henri Lafontaine vont être très favorables à la Société des Nations, qui est un peu l'ancêtre de l'ONU, a vraiment cette envie de collaborer ensemble pour une paix mondiale. Et donc, ils vont se rencontrer et c'est là que vont commencer tous leurs projets de classement, de répertoire bibliographique universel, de musées sur l'histoire du monde, on en parlera après, de cités mondiales. Et toute leur vie, ils vont se suivre comme ça et ils vont se challenger tous les deux. C'est super intéressant. On a des dizaines de lettres dans les archives où on les voit échanger sur les projets et on comprend les finalités des projets. Et Henri Lafontaine, il est aussi connu pour être un des premiers féministes belges, avec sa sœur, Léonie Lafontaine. Ça me permet de faire la transition et d'aller vers la vitrine de Léonie Lafontaine, qui est aussi une histoire, une personnalité complètement oubliée en Belgique. Mais Léonie Lafontaine, c'est une des premières féministes belges. Et avec son frère, avec d'autres, avec Marie Popelin notamment. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Marie Popelin. Non. Donc Marie Popelin, c'est une femme qui fait des études de droit à l'ULB et qui, à la fin de ses études, de manière assez normale, décide de vouloir devenir avocate. Sauf qu'à son époque, en 1888, devenir avocate, c'est quelque chose qui n'est pas possible, parce que les femmes ne doivent pas être avocates, il n'y a que des hommes. Et donc elle va se battre pour s'inscrire au barreau et pour devenir avocate. Et autour d'elle, il y a toutes des intellectuels belges qui vont se mettre, dont les Lafontaine, dont d'autres personnes, pour essayer de défendre cette idée qu'une femme peut être avocate. Et alors c'est assez dingue, il y a quelques années on a fait une expo sur le féminisme et on avait ressorti les arguments du barreau qui expliquent pourquoi Marie Popelin ne peut pas être avocate. On lui dit ben non, en fait une femme ça doit s'occuper de son mari, ça doit être à la maison, ça doit être voilà. C'était en 1888, donc c'est pas si vieux que ça et pourtant voilà. Et donc là va naître chez les Lafontaine et chez Léonie en particulier l'envie de travailler la condition des femmes. Elle va créer en 1921 avec Marie Parent, une autre féministe, le Parti général des femmes belges, qui est un parti politique qui s'intéresse à la cause des femmes et qui veut, on y voit l'affiche de publicité ici. Et donc l'idée, c'était de créer un parti politique pour améliorer la condition des femmes en Belgique. Alors la petite nuance de l'histoire, c'est qu'on est en 1921, et donc les femmes peuvent se présenter aux élections, mais ne peuvent pas voter. Le droit de vote arrivera en 1948. Et donc, on a là une première initiative, puis elle va créer une première association qui va défendre les intérêts des femmes. Elle va créer plein de choses aussi avec l'idée que l'éducation, la connaissance peut faire élever et peut émanciper les femmes. Donc c'est une personnalité qui est vraiment très intéressante. On y avait consacré une exposition il y a quelques années. Et alors pour l'anecdote, donc c'est une dame qui va se battre toute sa vie pour les droits des femmes. Qui va aussi essayer qu'il y ait le droit de vote pour l'ensemble des femmes en Belgique et qui va décéder en 49. Et donc elle va connaître l'annonce en 48 qu'on va pouvoir voter, mais elle-même ne votera jamais. Ici, c'est une illustration qui est intéressante. Donc en fait, c'est l'arbre de la connaissance avec une clé qui est le répertoire bibliographique universel. Et donc grâce à ce répertoire, on va pouvoir donner accès à toute la connaissance du monde. C'était aussi le logo quand le Mondaneum était à Bruxelles. Exactement, en fait, c'est le logo de l'Institut de bibliographie qui est l'ancêtre du Mondaneum. Et donc c'était un vieux logo. Mais on peut s'apercevoir ici, devant nous, la place qu'occupe le schéma dans le projet du Mondaneum. Et donc Paul Hotelet, Henri Lafontaine se disent que par le dessin, on peut exprimer beaucoup de choses. Et donc parfois, bon, la petite phrase, c'est un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'un dessin, c'est un caractère aussi international et puis ça permet d'expliquer les choses. Par exemple ici, je l'ai expliqué tout à l'heure, la classification décimale universelle, mais on va beaucoup mieux la comprendre ici grâce à ce petit schéma. Et donc on retrouve les 10 catégories numérotées de 0 à 9. Et par exemple, on est sur une chaîne qui parle d'histoire, donc le numéro 9 c'est consacré à l'histoire, et si on va chercher le numéro d'après, ce sera l'Antiquité, et puis peut-être lié au pays, et puis on avance comme ça dans l'indice bibliographique.
L'exemple qui est donné ici, c'est avec l'agriculture. Donc c'est dans les sciences appliquées qui est la catégorie 6, 6.3 agriculture. Et puis on avance, je ne sais pas moi, sur l'engrais, ça va être 6.3.1, et puis on avance comme ça dans l'indice. Le but, c'est vraiment d'affiner au fur et à mesure à l'aide de la numérotation. Ouais. Et ce qui est dingue aussi, c'est que ce système, donc, il était universel par les chiffres, mais il était aussi quasi infaillible parce que dès sa conception, Henri Lafontaine et Paul Hotelet vont imaginer que le savoir, c'est pas une chose finie. Et donc, ils vont laisser des pages vides, des catégories vides dans leur système de classement en se disant on va sans doute découvrir des choses par la suite. Et donc, on va sans doute encore avoir besoin de place. Si on regarde derrière toi, ils vont imaginer aussi donc, ce qui s'appelle l'encyclopédie Universalis Mondaneum, qui est un système d'encyclopédie assez révolutionnaire. Avant, c'était quoi une encyclopédie? C'était un gros bouquin. Et du coup, c'était toujours dépassé. Parce qu'on sortait le bouquin, et puis le lendemain, on faisait une découverte scientifique, et en fait, ce n'était pas dans le bouquin. Et donc, ils vont imaginer déjà, dans cette encyclopédie, de faire du dessin pour comprendre les choses, mais aussi de faire un système sur planche. Donc là, c'est quasi en taille réelle. Hein. Une planche, c'est plus ou moins cette taille-là. Et le système de planche permet de, si on découvre quelque chose, venir glisser une nouvelle planche dans l'encyclopédie. Et donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus à jour. Et cette encyclopédie, ça permet aussi de sortir un peu comme à la bibliothèque. On va louer une page, on la met dans sa classe, on explique la chose, et puis on remet dans l'encyclopédie. Donc, il y a quelque chose de très visuel, mais surtout qui reste à jour. Cette idée, comme on en discutait avant, que le savoir n'est pas fini, on va découvrir des choses. Et donc, il faut des systèmes qui permettent d'absorber le nouveau savoir. C'est super ingénieux. C'est vraiment clairement super ingénieux. Et puis c'est super beau, on a des planches magnifiques qu'on conserve en bas, c'est vraiment... Parce que le travail de classification déjà, la centralisation, mais en plus tout ça écrit à la main. Ouais, pour la plupart, exactement, la plupart c'était à la main, parfois avec des illustrateurs qui dessinaient. Et puis cette envie on est vraiment sur un système où on a voulu classer le monde, le documenter, le partager aussi, avec un projet qui était un peu fou, qui est l'ouverture au cinquantenaire d'un musée international, où l'idée, ça va être de créer un musée avec des salles thématiques sur toute la connaissance du monde. Et donc, on va retrouver une salle sur les mathématiques, la géographie, plein de choses, dans lequel on va trouver ces planches, mais aussi des objets. Et donc, c'est un musée aussi d'un genre nouveau. Ce sera ouvert pendant quelques années au parc du Cinquantenaire, en lieu et place de l'Auto-World actuel. On avait un musée, là, du Mondaneum, avec l'envie vraiment de partager le savoir à un maximum de personnes, toujours en se disant que le savoir, la connaissance, c'est une source d'émancipation pour chacun. Et si on connaît des choses, si on connaît l'autre, eh bien peut-être qu'on arrivera à faire la paix entre nous. Ça améliorera en tout cas une certaine ouverture d'esprit. Ouais. Parce que c'est vraiment au côté, pour revenir sur les planches, sur les vignettes, c'est vraiment aussi un côté artistique aussi. Parce Tout à fait. C'est un patrimoine qui est incroyable. Alors, ça n'a pas de prix, ça n'a aucune valeur en fait. Clairement. C'est vrai, c'est impossible de valoriser ça. C'est irremplaçable et donc toutes les missions de conservation qu'on découvrira dans le centre d'archives sont là pour ça, pour préserver ce patrimoine au maximum. Ici, c'est intéressant parce que c'est une reproduction, bien sûr, c'est un grand vinyle. Mais ce document, j'ai demandé à ma collègue Justine de le sortir en original. Et donc, on le verra tout à l'heure en version originale, avec cette idée de fédérer le monde, la coopération mondiale, qui va se transparaître dans ce projet de cité mondiale, qui est l'envie pour Paul Hotelet, Henri Lafontaine, de créer une ville quelque part dans le monde où on va pouvoir créer de la connaissance, de l'échange entre les peuples et finalement créer la paix. Donc vraiment une ville indépendante, utopique. Donc l'idée de la cité mondiale va naître dans la tête d'Hotelet et Lafontaine, mais eux ce sont des penseurs, donc ils vont imaginer beaucoup de choses et ils vont demander à des architectes de réaliser cette ville. Le plus connu, c'est un Français, Le Corbusier, qui va entretenir une belle relation avec Hotelet et il va dessiner la ville que Hotelet imagine dans sa tête pour être la ville, la cité mondiale pour la paix. Et ici on en a fait une reproduction sur une maquette. C'est un projet qui est super intéressant. Hotelet et Lafontaine vont essayer de l'implanter partout dans le monde, à Genève, ici à Tervuren, aux États-Unis, avec d'autres plans d'Andersen ici devant nous. Mais c'est un projet qui restera à l'état d'idée et qui ne verra jamais le jour. Alors il y a plusieurs facteurs. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, imaginer un projet pour la paix, que les nations investissent de l'argent dans un projet pour la paix, malheureusement, dans ces périodes-là, et malheureusement, on connaît aussi un peu cette période-ci aujourd'hui, on est plus à vouloir mettre de l'argent pour l'armement, la sécurité du territoire et ce genre de choses, que dans des projets complètement utopiques pour la paix. Et en plus de ça, la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore si loin derrière, donc il y avait encore aussi un manque de financement. Ah, exactement, ouais, c'est ça, il y a un manque de financement. Et donc ce projet ne verra pas le jour, mais pour Hotelet et Lafontaine, c'est vraiment une quête, un objectif, c'était le point final de leur projet.
qui allait permettre une émancipation, un échange, un dialogue entre les peuples, et c'était vraiment un projet important pour eux. D'une ville qui devait complètement être autonome et apolitique, donc elle allait s'implanter quelque part dans le monde, mais sans avoir d'attache avec le pays d'accueil en fait. Et elle devait s'appeler comment cette ville? C'était la Cité mondiale. C'était mondial. Simplement, il y a eu plusieurs. Utopia, ça aurait été joli aussi. Oui, il y a eu plusieurs appellations. Utopia, c'est très beau aussi. Donc ici, on arrive dans le chapitre que nous on a appelé les anticipations, et donc tout le côté visionnaire de Paul Otlet. Ici, on se trouve devant une reproduction de ce qu'Otlet avait appelé la mondothèque, et c'était un meuble en fait qui devait être implanté dans les bibliothèques, les écoles, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on analyse cette mondothèque, on voit plein de fonctions qu'on peut voir dans nos ordinateurs ou nos smartphones aujourd'hui. On y voit un téléphone pour communiquer, une radio pour s'informer, des petites fiches pour consulter des documents, des livres, des encyclopédies. Et donc c'était pour lui vraiment quelque chose qui permettait d'avoir un accès au savoir et qui devait s'implanter un maximum partout. Ici on a des reproductions de schémas qui sont connus partout dans le monde, surtout dans la communauté geek. Parce que donc, je parlais du livre téléphoté tout à l'heure, cette idée de consulter un document à travers un écran de télévision. Eh bien, ce sont les petits schémas que Paul Otlet a dessinés ici. Ici, une autre idée qu'il avait, c'était qu'il imaginait qu'on allait pouvoir à Bruxelles tenir une conférence sur un sujet et qu'à Paris ou La Haye, on allait pouvoir suivre cette conférence à travers un écran de télévision. Et là, on est en quelle année quand il pense à ça? On est en 1934. 1934. C'est extrêmement visionnaire. Voilà, maintenant, c'est le Teams. C'est ça, c'est nos Teams, c'est nos visioconférences. C'est visioconférences, exactement. Ouais. Et donc, en fait, lui, il va, c'est ce qui se représente ici. Et en fait, comment il va avoir toutes ces idées? C'est qu'il va associer les différents médias entre eux. Et donc, il va imaginer la télé avec le téléphone, il va imaginer ce genre de choses. Et en mixant tous ces médias, il arrive à des résultats qui n'existent pas. Je le disais aussi, il imagine aussi dans les années 30 qu'on aura une montre à gousset dans sa poche et qu'on pourra contacter ses amis, qu'on pourra consulter des choses via cette montre à gousset. Toi comme moi, on a aujourd'hui un smartphone dans la poche qui fait ça. Et donc c'est fascinant de se dire que ce gars, avant les ordinateurs, avant Internet, tout ça, avait ça en tête. Et donc moi, je rêverais de voir un Paul Otlet d'aujourd'hui, qui imagine les trucs de demain. Il y en a peut-être. On a eu Steve Jobs. En fait, c'est un peu le Steve ça, Jobs contemporain. C'est ça. Mais c'est vrai que, il y a quelques années maintenant, plus ou moins 15 ans, Google est venu implanter un data center ici dans la région, à Saint-Guilain. Et en fait, à ce moment-là, on a eu beaucoup de liens avec eux parce qu'ils ont découvert l'histoire du mondanéum. Et ils se sont dit, mais en fait, là, on a une espèce d'ancêtre. Alors, l'affiliation n'est pas... on ne s'est pas remonté en disant l'idée de Google vient du mondanéum, ça, c'est impossible à faire. Mais en tout cas, dans les idées, il y a moyen de reconnaître quelque chose qui ressemble à un ancêtre de ces moteurs de recherche qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, on a développé quelques projets avec le data center. Parce qu'ils s'implantaient à côté et que c'était une manière aussi de collaborer ensemble. Et c'est des projets qui sont de nature à être connus ou pas? Oui, bien sûr. Donc on a eu du soutien pour monter des expositions. On a eu du soutien, on a fait une conférence ici pour expliquer ce que c'était un data center, comment l'information transitait aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très secret autour des data centers parce que c'est pour des questions de sécurité en fait, simplement. On va jamais pouvoir visiter un data center. Mais donc ils sont venus lever le voile un peu sur ce qui se passait dans des data centers. Moi j'aime bien ce document pour deux raisons. Déjà en fait il montre toute la pensée de Paul Otlet. Donc ça c'est des schémas que Paul Otlet faisait. On voit quelque chose de très brouillon, on a l'impression que les idées vont plus vite que sa plume. Et il a vraiment envie de mettre les choses sur papier. Mais j'aime aussi beaucoup ce document parce que c'est le document qui nous a donné l'idée du nom de ce parcours permanent. On y voit ici de la main de Paul Otlet, le mondanéum, la machine à penser le monde. Et donc on n'a rien inventé en fait, mais on trouvait que cette appellation était tellement forte et qui représentait correctement le mondanéum qu'on l'a appelé comme ça. C'est vrai que c'est très puissant, la machine à penser le monde. Ouais. C'est philosophique en fait. C'est très philosophique. C'est très philosophique et puis c'est de se dire voilà, par tous les mécanismes du mondanéum, on se met en mouvement pour un monde meilleur, pour la paix. Est-ce qu'on y arrivera? On ne sait pas, mais en tout cas on sera mis en route. En tout cas, tout est mis en œuvre pour y arriver. Et petite question aussi par rapport à Paul Otlet, d'où il tient sa fortune, parce que pour mettre ça en place, il faut quand même, j'imagine, les moyens. On n'y arrive pas comme ça par hasard. Non. On ne peut pas être dans les mines et du jour au lendemain. Non. Alors la famille Otlet était une famille très riche en Belgique. Son père, Édouard Otlet, va faire fortune dans le développement des tramways en Belgique et à l'étranger d'ailleurs. Et donc c'est lui qui va implanter les tramways partout en Europe et donc il y a de l'argent.
Et j'aime aussi expliquer cette anecdote-là, c'est que quand Paul Hotelet a 19-20 ans, son père va lui léguer des terrains de chasse qui se trouvent le long de la côte belge. Et il va dire, tiens mon fils, fais quelque chose de ça. Et Paul Hotelet va y développer une ville, va imaginer une ville, des moyens de transport, des maisons, une ville assez nouvelle. Il va mettre de l'électricité partout, un réseau de distribution d'eau et ce genre de choses. Et en fait, cette ville, ça va être West End. Et donc pendant des années, on va avoir la ville de Paul Hotelet, qui est West End, qui va être bombardée pendant la guerre. Et donc il reste qu'un hôtel, qui est l'hôtel Bellevue, qui se trouve sur la côte, qui est le seul témoin de cette ville qui avait été développée par Hotelet. Mais donc oui, c'est une famille qui avait de l'argent, et donc Paul Hotelet n'a jamais dû travailler pour gagner de l'argent. Il a travaillé pour ses projets, ses idées, toute sa vie, et c'est bien aussi, parce qu'il nous a légué un patrimoine qui est incroyable. Et donc voilà, cette de là, donc pour répondre à la question, c'est de là que venait l'argent. C'est quand même important de savoir. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà. Et une petite question, est-ce que le fait qu'à la côte, tout ce qui est tram soit développé, est-ce que c'est l'émergence de Hotelet ou pas? Je ne pourrais pas le dire avec certitude ici. Il pourrait y avoir une corrélation. Il peut y avoir un lien, c'est sans doute la famille Hotelet qui l'a développé, mais je ne saurais pas, il faudrait aller fouiller. Tramway, pas le train. Le tramway. Ici, c'est aussi une très très chouette illustration du Mundaneum, c'est ce phare qui est repris des deux côtés, mais qui veut éclairer le monde de ses valeurs, de la compréhension, de la paix, de la fédération, de la coopération, du progrès, de la prospérité, la liberté et l'ascension. Ça reprend un peu toutes les idées qu'on défend encore aujourd'hui et qui sont au cœur des valeurs du Mundaneum. Et donc le Mundaneum, plus qu'un musée, plus qu'un centre d'archives, c'est vraiment un lieu où on défend ces valeurs et où on les met en tension avec les questions d'actualité. Mais même ça, c'est de l'initiative de Paul Hotelet? Ça, c'est des dessins de l'époque. Donc, en fait, il y a vraiment un côté philosophe. Le phare dans la nuit, le savoir, exactement, pour s'y retrouver, pour nous aider à avancer. C'est vraiment la symbolique de ce tableau. Oui, c'est ça. Et alors, Hotelet avait tout compris dans le rôle de l'illustration aussi. On parle d'un phare ici. On voit là au loin, on pourrait aller le voir, un bateau aussi, un bateau Mundaneum qui navigue malgré la tempête. Mais donc, c'est vraiment aussi le pouvoir de l'image, de créer de l'illustration qui fait comprendre des choses, qui transporte un message et qui, plus de 100 ans plus tard, nous parle encore. En fait. Exactement. Est-ce que c'est puissant? C'est intemporel. Tout à fait. Ici, on est dans un chapitre de transition, en fait, où on va expliquer un peu la transition, le pourquoi le Mundaneum passe de Bruxelles, qui était pignon sur rue, gros musée à Bruxelles et ce genre de choses, arriver à ici à Mons. Et en fait, il y a toutes des étapes qu'on explique ici dans ces panneaux. D'abord, en fait, on en a parlé aussi, il va y avoir la fermeture du Palais Mondial. Le gouvernement belge qui a soutenu le projet du Mundaneum pendant des années décide de couper les vivres et décide de fermer le Palais Mondial. Et on sait pourquoi ils ont coupé les vivres? C'est les mêmes raisons. On est dans une période où on va financer autre chose, où on va... Voilà. Et alors, il y a une photo que j'aime beaucoup, qui est ici. C'est le jour de la fermeture du Palais Mondial, où on voit que Paul Hotelet, à sa chaise, ses documents, il est sur les marches du Palais Mondial et il continue à être là, à travailler, parce que pour lui, ça ne doit pas fermer. C'est quelque chose d'essentiel pour le développement de la société. Et donc, il y a une abnégation qui est là et qui vraiment continue sa mission. Alors après, le Mundaneum va déménager au Parc Léopold à Bruxelles aussi, là dans des locaux qui sont complètement pourris. Et puis, au fur et à mesure, le Mundaneum va déménager d'endroits miteux à plus en plus miteux, jusqu'à finir sous la place Rogier, dans un dépôt complètement insalubre, où il y a de l'eau, il y a du pillage, il y a plein de choses. Et ça va rester là des années. Alors il y a des scientifiques qui vont encore consulter ces documents. Et puis un jour, la communauté scientifique va interpeller le politique en disant il y a un trésor, il y a une histoire, on a un morceau de notre humanité là qui est en train de crever, il faut faire quelque chose. Et donc à l'époque, le ministre de l'époque est un Montois, connu, avec un nœud papillon. Et il y voit, je donnais beaucoup d'indices, il y voit un intérêt aussi pour la ville de Mons d'accueillir ce projet. Donc il y a un transfert des collections qui se fait. Et il y a aussi ce bâtiment qui est magnifique, qui appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est ici, qui est vide. Et donc les collections appartiennent à la Fédération Wallonie-Bruxelles, le bâtiment appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a un mariage qui se fait. Et le Mundaneum arrive à Mons dans les années 90. Et à ce moment-là, en fait, on va demander à François Skeuten et Benoît Peters, qui sont dessinateurs et scénaristes de bande dessinée, d'imaginer la scénographie du lieu. Et donc c'est eux qui vont dessiner ce lieu, qui vont imaginer cette sphère, qui vont imaginer de mettre les tiroirs au mur, qui vont imaginer le planisphère qui est magnifique qu'on voit au plafond, qui représente le réseau de coopération entre tout le monde, et qui vont faire en sorte que quand aujourd'hui on rentre dans le Mundaneum, en fait on a l'impression que c'était ici le Mundaneum. On a une atmosphère qui se dégage, on a un petit cocon qui est propice à comprendre le message qu'on a envie de porter.
Ici, on arrive à la fin de notre parcours permanent devant une illustration que j'aime beaucoup, qui est le bateau Mondaneum qui navigue vers un cap qui est celui de la paix, qui est celui de la prospérité, l'émancipation et tout ça, mais qui est, malgré la tempête et tout ce que je viens d'expliquer, en fait, toujours en route avec ces valeurs qu'on défend. Et il y a une phrase qui se trouve ici au sol aussi, qu'on a mis en fin de parcours et qu'on aime beaucoup, c'est issu de nos archives, qui dit que chacun sort du Mondaneum aussi libre qu'il y est entré. Et donc on n'a pas envie de donner, on n'est pas une religion, on n'est pas quelque chose où on donne une manière de voir. En fait, on va faire en sorte de présenter la connaissance. Chaque visiteur va ici, au travers des expos temporaires qu'on fait, on pose des questions sans jamais donner de réponse, en fait, en essayant que les questions naissent dans la tête du visiteur, des réflexions, et qui se mettent en jambes pour trouver ses propres réponses. C'est un peu l'idée qu'on défend aujourd'hui. Vous donnez un bagage, et après le visiteur en fait ce qu'il veut. Exactement, c'est le rôle de la culture en manière générale, de faire de l'émancipation, et de se dire, finalement, voilà, nous on présente des choses, et puis à chaque visiteur de s'en emparer, et d'aujourd'hui travailler la question de la paix dans son quotidien, et ce genre de choses. C'est très, très fort, très beau. C'est vrai que c'est beau aussi. Il est beau, hein. Vraiment. Je ne sais plus de quelle année, mais ça... Mais il y a quand même, dans tout, il y a quand même toujours un côté très très artistique. Hein. Ouais. C'est ça qui est magnifique, c'est ça. Et cette touche artistique ajoute beaucoup de choses aussi, beaucoup de volume à la réflexion. Oui. Voilà, moi je suis communicant et je trouve qu'ils ont trouvé les bons supports à leur message, parce que donc ce sont des dessins qui vont supporter un message qui est super important, mais l'illustration vient embellir ça, vient le porter. Et donc c'est vrai que oui, ce sont des illustrations qui sont magnifiques. Alors là, en l'occurrence, c'était une toute petite illustration, on l'a fait très grande parce qu'on l'a trouvée très belle, mais on a des pépites dans les archives, ça c'est sûr. Ici, on vient de rentrer dans les magasins de conservation du Mondaneum. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu le cœur du Mondaneum, ce qui le fait battre et ce qui est un peu notre source aussi. Tu peux remarquer qu'il fait frais. Très frais, voilà. C'est agréable aujourd'hui. Voilà, donc on est environ à 18 degrés et 50% d'humidité. Donc la température et le taux d'humidité sont régulés et c'est les conditions qui sont optimales pour la conservation du papier. Et donc on va dans cette salle stocker tout ce qui est support papier. On a des salles pour tout ce qui est iconographie, donc affiches, cartes postales et ce genre de choses. On a une salle réservée aux photographies où la température est plus basse. Et on va avoir toutes les archives qui vont se disposer dans des boîtes et dans ces armoires qu'on appelle des compactus, qui ont l'avantage de pouvoir bouger. Et donc ça permet... Mon collègue qui a mis le frein, donc... Hop, voilà. Ça permet de pouvoir gagner la place des allées et de pouvoir ici stocker toutes les boîtes. C'est un accès qui est réservé, donc il n'y a que les employés du Mondaneum qui viennent ici pour venir chercher les archives, les préparer et les proposer aux chercheurs qui viennent en salle de lecture dans laquelle on va aller. Il y a la conservation de documents de presse, mais il y a quoi d'autre aussi? Il peut y avoir des échanges à tout niveau, de toute personne. On peut avancer ici. Hein. Donc on a vu la dimension un peu universelle du projet. On a plein de documents sur la connaissance universelle. Donc ici, on était devant le RUD, c'est le répertoire universel de documentation, où l'idée c'était de rassembler sur tous des sujets divers. Et donc, par exemple, on crée des fiches sur, je sais pas moi, l'aéromodélisme, on va faire une fiche sur les mammifères, sur les machins, donc plein de documentation. Tout. Tout le savoir universel. Ouais, exactement. Et ici, c'est toujours le MIP, mais après ici, c'est un peu plus loin. Et j'aime bien montrer ça. À partir d'ici, donc toutes ces armoires ici, j'ai oublié le nombre de boîtes tellement c'est imposant, ce sont les archives personnelles de Paul Hotelet. Et donc toute sa pensée, tout ce qu'on a expliqué dans le musée tout à l'heure, ses échanges avec des personnalités partout dans le monde, ses projets, ses notes, tout ça est conservé. Tout est ici. J'ai une collègue, ça fait plus de 20 ans qu'elle étudie ce fond, voilà, pour essayer d'en comprendre l'essence, de vraiment appréhender la pensée d'Hotelet. On a la même chose pour Henri Lafontaine, pour Léonie Lafontaine. Et puis on a tous des fonds qui viennent se rajouter petit à petit, toujours dans cette idée d'agrémenter les fonds qui sont en résonance avec les valeurs qu'on porte. Quand on voit la profondeur, comment ça s'appelle exactement un tiroir? Ça, ces armoires s'appellent des compactus. Des compactus, 3 compactus, enfin 4. Ouais, c'est juste pour Paul Hotelet, c'est clairement très impressionnant. Surtout qu'il a une écriture... De médecin? Ouais, il aurait pu faire médecine, je crois. Mais du coup, il faut aussi apprendre à décrypter vraiment. Son écriture. Ça va 20 ans, mais ça va être passionnant de travailler. Ouais, tout à fait. Vraiment. On va... Et il y a aussi des documents sur tout ce qui est Expo Universel, j'imagine. Oui, Expo Universel, on a beaucoup. En fait, dans l'autre section réservée à l'iconographie, on va avoir des affiches, on va avoir des affiches des expos universelles.
On a des milliers d'affiches, hein. On a 400 000 cartes postales, on a des photographies sur plaques de verre. On a vraiment, en fait, on est très divers au niveau des thématiques, mais aussi des supports. Et donc, on va avoir du support papier beaucoup. On va avoir effectivement des affiches, des cartes postales, des photos sur plaques de verre, des photos sur film souple. On va avoir vraiment beaucoup de... Vraiment un Google, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée d'archiver tout ça, toujours dans cette idée de pérenniser, hein, et de se dire, voilà, nous, on apporte notre petit travail de conservation, de faire en sorte que les documents, on va les reconditionner, donc on va les mettre dans des pochettes anti-acide, on va les mettre dans des boîtes spéciales, on va faire en sorte qu'elles soient bien, en fait, et puis on va faire un inventaire, on va mettre ça dans notre catalogue en ligne, on va travailler, parfois on va le numériser, et on va faire en sorte qu'on puisse travailler ce document, le rendre actuel, et surtout le pérenniser. Eh bien Gaëtan, on arrive à la fin de cette visite. Ouais. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Avec plaisir. Et pour toutes les informations que tu as pu donner. Et c'est une richesse du savoir extrêmement importante. Et la mission que le Mondaneum véhicule est extrêmement importante pour la suite et surtout dans le contexte actuel. Ouais. Donc merci beaucoup. Mais merci à vous d'être venus et puis n'hésitez pas à pousser la porte, à venir nous rendre visite. On reviendra. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci.